Bonjour et bienvenue sur le site du podcast Histoire en série, créé et animé par Nicolas Charles et Johan Chanoir. Au programme, une analyse des séries d'hier, d'aujourd'hui et de demain par des spécialistes des questions mobilisées par nos shows préférés. Histoire en série, c'est le podcast qui met en relation histoire, sciences humaines et séries. Bonjour à tous, bienvenue dans Histoire en série où je reçois aujourd'hui Mehdi Hachouch. Bonjour Mehdi. Bonjour. Alors Mehdi, vous êtes maître de conférences en civilisation américaine et études culturelles à l'université Jean Moulin, Lyon 3. Votre recherche porte sur le cinéma et les séries de science-fiction, ainsi que l'utopisme technologique et le transhumanisme sur le petit et le grand écran. Vous avez publié plusieurs articles sur Battlestar Galactica, qui a déjà fait, Mehdi, l'objet d'une émission dans le podcast. C'était le numéro 20 avec Mélanie Bourda, mais vous avez publié là-dessus et aujourd'hui on va parler d'autre chose, on va y revenir, mais vous êtes aussi membre de l'équipe de rédaction de la revue universitaire qui est notre partenaire pour le podcast, TV Série, l'excellente revue que je recommande. Vous le trouvez facilement sur n'importe quel moteur de recherche où vous avez le lien pour vous y rendre sur notre site internet histoireensérie.com. Donc vous travaillez actuellement à un livre sur le cinéma et les séries télévisées des années 70 aux États-Unis, mais aussi dans d'autres pays. Alors justement, c'est un petit peu à ce titre qu'on a regardé aujourd'hui, Mehdi, pour faire cette émission que l'on a intitulée aujourd'hui « Les séries de science-fiction post-apocalyptique des années 70 ». Alors peut-être, pour commencer, Mehdi, on va y revenir tout au long de l'émission, mais une présentation rapide de ce que c'est ces séries post-apocalyptiques et quelles vont être les séries du corpus que vous avez décidé de présenter dans l'émission. Alors voilà, les séries dont je vais parler, il y en a une poignée, donc des séries post-apocalyptiques, parce qu'il y a un cycle, une sorte de mode comme ça à la télévision américaine dans les années 70. La première, c'est en fait une série canadienne, The Starlost, qui est produite entre 73 et 74, qui sera diffusée par des chaînes locales aux États-Unis, et qui imagine un vaisseau générationnel. Vous savez, après la destruction de la Terre par la pollution, on va y revenir, la pollution c'est un grand thème, eh bien on envoie les quelques survivants de l'humanité à bord d'un vaisseau qui pendant des siècles traversera l'espace jusqu'à retrouver une nouvelle Terre où on pourra recommencer l'histoire humaine. On a également des adaptations de films, notamment la plus célèbre, La planète des singes, la série en 1974, qui sera diffusée sur CBS, donc j'en parlerai un petit peu. On a une série britannique, Survivors, qui imagine la chute de la civilisation et la survie plus ou moins difficile des quelques survivants dans une Grande-Bretagne post-apocalyptique. Cette série elle a 3 saisons, diffusées sur la BBC entre 75 et 77. On a ensuite Ark 2, qui est une série pour les enfants, diffusée le samedi matin, toujours sur CBS en 1976. J'en parlerai un petit peu. Et enfin, on a Logan's Run, plus connu en France comme étant L'Âge de cristal, donc adaptation du film éponyme, qui sera diffusé à nouveau sur CBS durant une saison entre 1977 et 1978. Et enfin, j'avais envie de parler de 3 téléfilms produits, enfin il y en a 2 qui sont produits, le troisième c'est un remake par Gene Roddenberry, donc le créateur célèbre de Star Trek, qui essaye de relancer une série dans les années 70, mais parce que ce sont les années 70, eh bien ce sont des séries post-apocalyptiques, et donc ce sont les pilotes, les premiers épisodes en format téléfilm de ces séries. Donc je parlerai de Genesis 2, Planet Earth et Strange New World, qui sont produits entre 73 et 75. Voilà. Alors peut-être Mehdi, pour commencer quelque chose ici d'intéressant, ce serait de définir ce que vous entendez par série post-apocalyptique et peut-être revenir aussi sur ce contexte de production, vous avez dit, qui est très important des années 70. Oui, oui, tout à fait. C'est un sujet qui a l'air pointu comme ça, mais qui mérite vraiment qu'on y revienne. Donc des séries post-apocalyptiques qui sont vraiment intéressantes en premier lieu à cause du contexte dans lequel elles s'inscrivent, parce que vraiment la science-fiction, une des façons les plus pratiques de la comprendre, c'est de revenir sur le contexte de production, en l'occurrence de ces séries. Donc dans les années 60-70, je parle des années 70, mais les années 70, elles sont évidemment liées aux années 60, on parle de la contre-culture, on parle surtout à la fin des années 60 et au début des années 70, il y a une sorte de bascule qui s'opère,
puisqu'on sait que la contre-culture, donc la génération du baby-boom, qui a ses propres revendications, qui se rebelle en grande partie contre la génération précédente, contre la société et l'ordre établi, qui demande plus de liberté. Elle est très utopiste au début des années 60, et elle va devenir un peu plus dure, un peu plus violente parfois, et un peu plus pessimiste à la fin des années 60 et au début des années 70. Donc, il faut bien voir que donc on a ces jeunes gens, vous savez, de la contre-culture, ce qu'on appelle en France mai 68, mais qui a commencé bien avant et qui se termine bien après, en réalité, qui donc demandent plus de liberté sociale, culturelle, sexuelle, par exemple, qui ont envie d'un autre monde, d'un autre type de société, et qui sont très critiques sur la société telle qu'elle existe dans les années 60-70, et donc qui imaginent que si la société reste telle qu'elle est aujourd'hui, c'est-à-dire fin années 60, début années 70, eh ben, on va droit dans le mur, on va vers le désastre et on va vers l'effondrement du système, donc ce qu'on appelle, parce que ça vient de la culture américaine, l'apocalypse. Voilà. Donc, parmi toutes les failles du système, d'après la contre-culture, plus généralement, hein, de plus en plus, les films hollywoodiens et les séries hollywoodiennes montrent que ce sentiment se répand au-delà de la contre-culture, au-delà des jeunes gens, et devient mainstream, si je puis dire. Parmi tous les problèmes qui sont identifiés, il y a ce nouveau thème, qui est l'écologie. Voilà. Depuis les années 50, on s'aperçoit en fait que l'industrialisation provoque de nombreux problèmes, et ce problème nouveau qui est le smog, c'est-à-dire maintenant on commence à s'habituer dans les grands centres urbains à vivre avec cette couche atmosphérique de pollution en réalité, et on se rend compte que ça crée des problèmes respiratoires. Il y a des milliers de morts à Londres dans les années 50 par exemple, donc on s'aperçoit qu'il y a un vrai souci de santé publique lié à la circulation automobile, aux usines qui sont proches des villes, etc. etc. On a le problème des pluies acides, dont on parle de plus en plus dans les années 60, le problème de la déforestation, le problème déjà, alors c'est encore très rare, mais on commence à en parler, de réchauffement planétaire. Là, je vous renvoie à ce fameux film qui est Soleil vert, avec Charlton Heston en 1973, qui imagine une planète qui s'est réchauffée et où la vie est devenue presque insupportable. On parle également de l'extinction des espèces à venir, etc., etc. Donc on est vraiment dans un modèle qui est nôtre aujourd'hui en réalité, et qui commence à l'époque où on commence à parler d'écocide, on commence à parler d'effondrement du biotope, de la biosphère, si rien n'est fait. Voilà. Donc de plus en plus, c'est pas tant d'holocauste nucléaire dont on parle, même si la peur de l'holocauste nucléaire, elle est toujours là, hein, depuis 1945. Il y avait déjà quelques films dans les années 50 qui imaginaient de l'holocauste nucléaire, mais maintenant c'est de plus en plus de l'holocauste, de l'effondrement écologique qui est mis en avant dans le discours public, mais aussi donc, dans les productions cinématographiques et télévisuelles de l'époque. J'en veux pour preuve le premier jour de la Terre, Earth Day, a lieu en 1970. Cette même année, on a le Parlement japonais qui passe un nombre de lois visant à protéger le biotope et à limiter les effets de la pollution. On a les premiers ministères de l'environnement qui sont créés en 70, au début des années 70, les premiers partis politiques qui sont créés, les premiers candidats au présidentiel, les premiers candidats verts en France en 1974, etc., etc. Donc il y a vraiment quelque chose qui se passe et qu'on retrouve dans les séries post-apocalyptiques, puisque comme je vais en parler, très souvent, le monde s'est effondré à cause de la pollution. Bon, on parle également beaucoup, de plus en plus, de surpopulation. On a le Club de Rome et son fameux rapport qui est publié en 1972 et qui imagine, c'est un rapport très officiel, très sérieux, mais qui imagine les effets de la pollution et surtout de la surpopulation, les effets de la croissance illimitée, et qui donc imagine des scénarios qui sont des scénarios de science-fiction, et à 5 ans, à 10 ans, à 20 ans, à 30 ans, à chaque fois, c'est la guerre, c'est l'effondrement, c'est la surpopulation, c'est des choses très heureuses de ce type-là. Et donc, en fait, on imagine à chaque fois le post-apocalyptique, mais de façon très sérieuse et très réaliste. C'est-à-dire, on imagine que c'est difficile peut-être de se remettre en contexte, mais on imagine que le post-apocalyptique, c'est pas juste pour se faire peur, c'est pas juste pour se divertir, ça va arriver si rien n'est fait. Bon, il y a beaucoup de gens qui le pensent également aujourd'hui. Hein. D'ailleurs, on vit un peu en ce moment dans un contexte plus ou moins apocalyptique peut-être, plus ou moins difficile en tout cas, mais voilà. Donc, en tout cas, c'est à l'époque où tout ça commence. Donc voilà, pour synthétiser, on a vraiment ce conflit finalement entre l'idéologie de croissance et celle de progrès. De plus en plus, des gens s'élèvent pour dire le progrès, on y croit toujours, mais ce n'est pas la croissance. Ce sont deux choses différentes et même deux choses antithétiques, opposées peut-être. Donc c'est à ce moment-là qu'on met la société de consommation au banc des accusés.
le fait de vouloir toujours plus, de vouloir consommer plus de voitures, plus de frigos, plus de postes de télé, plus de population, donc plus de consommateurs, eh bien, de plus en plus, on dit, bah, tout ça, ça a un coût écologique, un coût humain, peut-être un coût spirituel, d'une certaine façon. Et le coup de grâce, si je puis dire, arrive en 1973 avec le premier choc pétrolier qui marque, d'après les historiens, la fin des Trente Glorieuses, cette sublime période de consommation et de croissance, et qui instaure la crise, qui instaure le chômage, etc. Et c'est justement à ce moment-là que commencent les premières séries post-apocalyptiques. Voilà. Alors, vous avez dit, Mehdi, de façon très, très forte à propos, hein, il y a un vrai contexte, et il y a un vrai contexte qui se resitue donc dans ce qui nous concerne dans le podcast, dans les séries, mais j'aimerais qu'on fasse un tout petit pas de côté sur le cinéma parce que c'est aussi important pour comprendre comment ce thème, cette thématique de la science-fiction, des séries post-apocalyptiques, s'est vraiment développée au cinéma. Vous avez parlé de Soleil Vert en 73, vous avez évoqué aussi en introduction, par exemple, La planète des singes. On est sur des très gros succès de l'époque qui mettent en avant ces thématiques-là, hein, ces frayeurs-là notamment, de fin du monde, on y reviendra après, mais qui les mettent d'abord en valeur au cinéma, et puis ensuite ça se bascule, cette thématique-là, sur le média qui est en train de se développer, parce qu'on est, on vous l'avez dit, à la fin des Trente Glorieuses, il devient, on le trouve dans toutes les maisons américaines, puis en Europe, c'est la télévision. Donc on a véritablement cet effet, on va dire peut-être avant-gardiste du cinéma, qui se traduit ensuite sur la télévision et donc sur les séries. Absolument, effectivement. Et là, à nouveau, comme toujours, l'année de bascule, c'est 1968, puisqu'en 68, on a deux films américains qui sortent et qui vont rencontrer un immense succès au cinéma aux États-Unis, mais aussi dans beaucoup d'autres pays. Le premier, c'est ce fameux film de Stanley Kubrick, 2001, l'Odyssée de l'espace, et le deuxième, c'est donc La planète des singes, qui sortent à quelques mois d'écart. Et c'est peut-être difficile de s'en rendre compte aujourd'hui, mais ce sont deux films très différents de ce qui se faisait auparavant. Dans les années 50 et début années 60, les films de science-fiction, ce sont des films de monstres géants, voilà, qui viennent tout détruire et qu'on doit tuer à tout prix, ou ce sont des films d'invasion extraterrestre. Donc c'est toujours un danger extérieur, un grand méchant extérieur qui veut attaquer, envahir l'Amérique. Eh bien, à partir de 68, on imagine des dangers internes, endogènes, comme on dit. C'est la société, la civilisation elle-même qui porte en elle-même sa propre destruction. Et ça, un film comme… Alors, 2001, Dossier de l'espace, c'est pas forcément très clair. Le film n'est pas très clair, hein. Le film est très ambigu. Il est célèbre pour son ambiguïté, mais si on lit le script d'origine, si on lit la novélisation, les choses sont beaucoup plus claires. Et donc, on est vraiment dans un futur difficile où il y a un point de bascule, l'humanité pourrait partir dans une direction utopique ou dystopique. Et on interroge la technologie, on interroge la science. Et le film nous parle de l'être humain en tant qu'animal, et donc une intelligence violente, et la technologie qui, il y a des millions d'années ou aujourd'hui, en 2001, n'est qu'un outil de violence dans les mains de l'humanité. Donc c'est un propos beaucoup plus critique, finalement, du progrès scientifique et technologique qu'on peut avoir dans 2001. Et La planète des singes, évidemment, et c'est ce film-là qui nous intéresse surtout aujourd'hui, c'est un film post-apocalyptique, puisque, alors, je vais spoiler, hein, mais le film est sorti en 68. Donc peut-être que j'ai le droit, je vais prendre le droit en tout cas de spoiler la fin de La planète des singes, puisque tout le film, finalement, on pense qu'on est sur une planète extraterrestre, une autre planète. Et donc, ce serait typique du schéma de la science-fiction hollywoodienne des années 50, des astronautes qui débarquent sur une planète et rencontrent des singes qui parlent, pourquoi pas. Or, à la fin, le twist final, c'est de s'apercevoir qu'on est sur Terre, et que c'est donc une Terre post-apocalyptique. Et là, c'est les années 60. Là, c'est les années 60-70 qui commencent à ce moment-là. On revient sur Terre. Enfin, voilà. La science-fiction à l'ancienne, on va explorer l'espace, on va explorer d'autres planètes, on va affronter des extraterrestres méchants pas beaux, on va coloniser d'autres planètes. Et à partir de 68, eh ben non, on revient sur la Terre, et on parle de l'avenir de la Terre, et c'est pas un avenir glorieux, au contraire, c'est un avenir post-apocalyptique, parce que on a détruit la Terre avec une guerre nucléaire, c'est encore le cas dans la planète des singes, ou bientôt à cause de la pollution, à cause de l'écocide. Donc vraiment, La planète des singes est un film extrêmement intéressant pour ça, puisque finalement, on se rend compte qu'à la fin, les singes en question, ce sont nous, ce sont les êtres humains. Nous ne sommes que des singes finalement. Nous pensons avoir évolué, nous pensons qu'être humain, c'est être au-dessus du règne animal. Eh bien non, nous ne sommes finalement que des singes, et la fameuse planète des singes, c'est la Terre. Et je vous rappelle que les singes aussi, ils ont leur
part à jouer dans 2001, l'Odyssée de l'espace. Et le film aussi nous montre que malgré tout le progrès scientifique et technologique qui a eu lieu en des millions d'années, nous ne sommes peut-être finalement que des singes qui nous prenons pour des hommes. Vous voyez, un propos quand même beaucoup plus poussé, beaucoup plus intellectuel, beaucoup plus ambitieux à partir de 1968. Donc finalement, c'est ce que j'appelle, pour moi, c'est un cinéma qui est beaucoup plus spéculaire que spectaculaire. Je ne dis pas qu'il n'est pas spectaculaire, il y a des effets spéciaux incroyables, 2001 notamment, mais aussi La planète des singes, les maquillages qui ont été oscarisés d'ailleurs sont spectaculaires, sont impressionnants, bien sûr. Le cinéma et les séries de science-fiction sont faits pour être spectaculaires, pour en mettre plein la vue. Mais la nouvelle ambition, c'est qu'ils essayent d'être également spéculaires, c'est-à-dire qu'ils agissent comme miroir et ils nous renvoient à notre propre situation aujourd'hui, c'est-à-dire dans le contexte des années 60-70. Mais d'ailleurs, je pense que si on voit ces films aujourd'hui, ils restent pertinents pour la société telle qu'elle existe actuellement. Voilà. La deuxième chose qu'il faut rappeler, c'est également que cette science-fiction du cinéma, à partir de 68, elle s'inspire de la science-fiction littéraire, qui, elle, dès le début des années 60, a pris un tournant. C'est une science-fiction qu'on appelle maintenant la New Wave, en référence justement à la nouvelle vague française des années 60, à partir de 1960, en référence à Godard, Truffaut et compagnie. C'est-à-dire une science-fiction qui, comme Godard et Truffaut, a envie d'être rebelle et revêche, qui a envie d'adopter un nouveau propos, un nouveau style, beaucoup plus jeune, beaucoup plus impertinent, beaucoup plus critique, qui remet en question les piliers de l'ordre établi, qui remet en question les anciens, l'ancienne génération, l'ordre établi, et qui a envie de tout faire péter, si je puis dire. Voilà. Et donc cette science-fiction, à partir du début des années 60, elle va de plus en plus s'opposer à l'idéologie traditionnelle de la science-fiction, celle qui sous-tend la science-fiction depuis le début, depuis Jules Verne, c'est-à-dire l'idéologie du progrès, l'idéologie de la science, le scientisme. La science, la technologie, c'est formidable. On peut voyager, on peut coloniser, on peut vivre mille et une aventures, et tout ça, c'est super. Eh bien non. À partir du début des années 60, on commence à imaginer des futurs post-apocalyptiques, parce que c'est souvent ça, ou apocalyptiques tout court d'ailleurs. On commence à parler de pollution, on commence à parler du coût du progrès. Les machines, elles ont un coût financier, elles ont un coût humain. Qui c'est qui produit ces machines? Quelles sont les conséquences sociales de l'utilisation de ces machines? On commence à parler de chômage technique, par exemple. On commence à parler d'automatisation. Et on commence à parler de pollution. Voilà. Jules Verne n'aurait pas parlé de ça. Alors, je ne dis pas que les auteurs du XIXe siècle ne parlaient jamais de la science sous un angle plus négatif, parce que si, c'était le cas en réalité, mais on le fait beaucoup plus à partir du début des années 60. Et on revient également sur Terre. On s'intéresse à la Terre, à la société humaine, et on extrapole sur l'avenir proche, plus ou moins proche, de cette civilisation humaine. Voilà, donc c'est à partir de cette new wave littéraire que le cinéma de science-fiction va se développer, à partir surtout donc de 1968, et quelques années plus tard, donc ce sont les séries qui emboîtent le pas au cinéma. Voilà. Alors, c'est très intéressant ce que vous venez de dire, Mehdi, parce que là, on voit bien cette continuité qu'il peut y avoir avec des séries, par contre, qui, contrairement au succès des films, vous avez parlé de 2001, l'Odyssée de l'espace, de La planète des singes notamment, qui sont des gros blockbusters, des gros succès, on va voir que les séries ensemble, elles n'ont pas ce succès-là, puisque rares sont celles qui, parfois, ne dépassent pas le pilote, vous l'avez dit, quand vous avez évoqué les téléfilms en début d'émission, mais il y a aussi, en fait, il n'y a finalement qu'une seule série qui fait une deuxième saison, ce qui est assez important de noter parce que justement là, on voit bien qu'on a quand même du mal à voir entre la mode et puis le succès. Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus, Mehdi? Alors oui, effectivement, c'est la grande limite. Autant au cinéma, beaucoup de ces films rencontrent un grand succès, c'est quand même frappant parce que on va au cinéma pour se divertir, souvent. Le grand public va souvent au cinéma pour se divertir, surtout quand il va voir de la science-fiction. On veut pouvoir s'échapper, etc. En tout cas, c'est la réputation de ce type de cinéma. Et pourtant, on vous parle d'une terre post-apocalyptique, de nouveaux barbares, de nouveaux sauvages. On parle de pollution, on parle d'écocide, ce qui n'est pas une forme de divertissement très évidente. Donc, autant au cinéma, effectivement, on a des grands succès. La planète des singes est le meilleur exemple. Non seulement le premier film, mais les 4 suites. Il y a 5 films qui sont produits entre 1968 et 1973. Le succès va décroissant, mais n'empêche que jusqu'au 5e, on fait encore de l'argent grâce à la planète des singes. On peut citer des films européens, d'ailleurs, également.
des films indépendants français ou italiens. Je pense surtout dans le genre post-apocalyptique à La Semence de l'homme de Marco Ferreri, qui sort en 1969, qui fait d'ailleurs référence explicitement à 2001 l'Odyssée de l'espace. Film britannique, No Blade of Grass, Terre brûlée, je crois en français, qui sort en 1970, un film très dur, très violent. The Ultimate Warrior en 1975, A Boy and His Dog en 1975, de Noah en 1975 à nouveau, Logan's Run, donc j'en ai parlé, de L'Âge de cristal en 1976, Damnation Alley en 1977, jusqu'à évidemment Mad Max, le célèbre Mad Max en 1979. Donc vraiment des films, alors ils n'ont pas tous marqué l'histoire du cinéma certes, mais il y a quand même beaucoup de films post-apocalyptiques qui sortent, qui montrent bien que pour les producteurs, pour les studios, il y a de l'argent à faire en exploitant ce genre-là. Voilà. Donc ils essaient évidemment de faire la même chose au cinéma, et le plus logique, c'est d'adapter certains de ces films pour en faire des spin-offs à la télévision. Donc, ce sera le cas de La Planète des singes en 1974, ce sera le cas de L'Âge de cristal en 1977. Mais ça ne fonctionne pas. On va également adapter alors The Star Lost, je l'ai mentionné. The Star Lost, il n'est pas adapté officiellement d'un film, mais il y a quand même, on en parlera un peu plus tard, des liens qui le relient avec un film de 1972, un film fascinant, qui s'appelle Silent Running. Mais donc, à part Survivors, en Grande-Bretagne, qui va dépasser la première saison pour avoir 3 saisons, aucune de ces séries ne dépasse la poignée d'épisodes, la première saison. Alors, il est possible, je n'ai pas de réponse évidente à donner à la question de pourquoi ça marche au cinéma, mais pas tant que ça à la télévision. Mais il est possible que le genre soit malgré tout trop sombre pour la télévision. La télévision reste à l'époque, et en partie aujourd'hui, mais surtout à l'époque où il n'y a pas encore le câble, il n'y a pas encore les chaînes de streaming, donc c'est vraiment tout le monde devant quelques chaînes, donc il faut plaire au plus grand nombre. Il n'y a pas la segmentation qui peut exister aujourd'hui, beaucoup moins en tout cas. Pour la famille, c'est pas évident que la famille se mette devant un programme pareil. Donc, effectivement, si on pense au plus gros succès de science-fiction à la télévision à l'époque, c'est-à-dire L'Homme qui valait 3 milliards, entre 73 et 78, on voit bien la différence, quoi. Là, on est plutôt dans le registre du super-héros, avec L'Homme qui valait 3 milliards. Donc, c'est beaucoup plus positif. Moi, je regardais cette série quand j'étais gamin, j'adorais. C'est beaucoup plus positif. C'est une sorte de nouveau Superman. Je crois que le problème aussi, il est qu'à la télévision, quand on dit science-fiction, pour beaucoup de producteurs, pour beaucoup de diffuseurs, on pense encore enfant. Voilà. Et donc, en fait, on va le voir, ces séries, en fait, elles ont le cul entre deux chaises, si je peux dire, puisque d'un côté, elles sont adaptées ou inspirées de films qui sont très sombres et très sérieux, mais de l'autre, elles sont adaptées par ces producteurs pour parler à un public familial, et donc ça veut dire enfantin. Et donc, en fait, il y a une vraie contradiction là dans les propos, et en fait, c'est ça, en fait, qui va, je pense, vraiment miner ces séries, c'est que les producteurs, les diffuseurs, à l'époque, ne sont pas encore prêts à aller dans la direction de séries adultes, de séries sombres, de séries qui vont vraiment traiter de sujets parfaitement sérieux. Elles vont un peu le faire, comme on va le voir, malgré tout. C'est ça aussi qui crée l'intérêt de ces séries. C'est aussi pour ça qu'on en parle ce matin. Elles vont essayer, mais elles ne vont pas aller jusqu'au bout de leurs propos et de leur ambition. Et c'est ça, je pense, quelque part, qui explique cet échec. Alors j'aimerais maintenant, Mehdi, qu'on rentre véritablement dans les thématiques essentielles de ces séries post-apocalyptiques. Vous avez dit de ce style de série qui commence à partir de 1973 avec la série canadienne The Starlost. Il y a véritablement une double préoccupation dans ces séries-là. J'aimerais que vous développiez autour de ça. C'est la première, vous l'avez dit, c'est la peur véritablement de la fin d'une société. C'est-à-dire de cette société aussi, il ne faut pas oublier qu'on est aussi dans ce contexte de la guerre froide, de la peur, véritablement de la destruction, comme vous l'avez dit, par une guerre nucléaire. Cuba a été quelques années auparavant, donc cette tension reste essentielle, mais aussi, et ça vient peut-être contrebalancer, deuxième thématique, Mehdi, que vous allez maintenant nous développer juste après la première, c'est véritablement cette idée que dans ces séries-là, on a quand même cette notion d'espoir d'un nouveau futur qui pourrait naître, justement peut-être un nouveau futur, moins guerrier, moins pollué. Qu'est-ce qu'on peut dire de ces deux thématiques-là, Mehdi ? Voilà, c'est exactement ça, effectivement. C'est séries post-apocalyptiques, mais le genre post-apocalyptique lui-même, plus généralement, qu'il s'agisse de films, qu'il s'agisse de romans, voire de jeux vidéo, etc., il s'appuie souvent sur ces deux principes, effectivement. Et le premier, c'est la peur de la fin du monde, ou plutôt de la fin de la société. Et le deuxième, c'est malgré tout cette envie de cette fin du monde, de cette fin de société, parce qu'après, on peut reconstruire, et on peut mieux reconstruire, et on peut partir sur des bases plus saines. C'est la dimension utopiste, voire optimiste, du genre post-apocalyptique, qui n'est pas évidente au départ, mais qui est très souvent présente. Alors voilà, donc le premier pilier,
c'est cette peur de la fin de la société. On parle de fin du monde, mais évidemment, l'éthique, c'est celui qui se passe après la fin du monde. C'est quand même une contradiction dans les propos. En réalité, ce n'est pas le monde qui se termine, c'est la société. Ça peut paraître un distinguo purement linguistique, mais en réalité, c'est une différence fondamentale. Puisque la vraie peur et le vrai espoir, le vrai fantasme de ce genre, c'est la chute de la civilisation telle qu'elle existe aujourd'hui. Et donc, on espère qu'on peut peut-être en reconstruire une autre mieux. Donc, la chute de la civilisation est donc la chute de l'ordre. Et donc, qui dit chute de l'ordre, dit mise en place du désordre, du chaos, dans un monde où la violence serait généralisée. L'idée, c'est que l'opposé, l'antithèse de la civilisation, c'est le chaos, c'est le désordre, c'est la violence, c'est la loi du plus fort. Voilà. Il n'y a plus de loi, si ce n'est la loi naturelle, entre guillemets, parce que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la loi de ce genre-là. En tout cas, la loi naturelle, c'est la loi du plus fort, c'est la loi de la jungle. La civilisation, c'est l'antithèse de la jungle. Donc, si elle s'effondre, on retrouve la jungle. Donc, finalement, ces séries mettent en scène le contraire, l'antithèse du progrès. Le retour en arrière dans des sociétés primitives et arriérées où la science et une grande partie de la technologie moderne ont été oubliées. Donc, c'est le retour de l'obscurantisme, le retour des barbares, ce sont les néo-barbares. En fait, l'histoire se mord la queue en quelque sorte. Et c'est ça qui est si intéressant dans ce genre, puisque en science-fiction, pas seulement en science-fiction post-apocalyptique d'ailleurs, mais la science-fiction depuis le début, depuis les années 1880, on a des premiers exemples en littérature. On compare en fait beaucoup au XIXe siècle avec les révolutions industrielles, la civilisation occidentale, si tant est qu'on puisse parler d'une civilisation occidentale, elle s'étend, elle se répand et elle devient glorieuse grâce à toutes les inventions scientifiques et technologiques de l'époque. Et donc, on est à la fois fasciné par toutes ces constructions, toutes ces inventions, vous savez, le cinéma, le téléphone, la voiture, l'avion, c'est quand même incroyable. Et en même temps, on a peur, à l'époque déjà, et on se dit, mais où va-t-on avec tout ça? Et l'idée de beaucoup de certains, en tout cas, c'est qu'on est en train de faire comme l'Empire romain. Donc, c'est la chute de l'Empire romain, en fait, qui hante le genre, et pas que le genre science-fiction, qui hante la civilisation occidentale, je pense, depuis fort longtemps. Mais bon, la science-fiction étant née avec la science moderne et son application, eh bien, très souvent, donc, elle a peur et elle compare, elle fait un parallèle entre la civilisation occidentale et la chute de l'Empire romain. Donc, l'idée, finalement, c'est qu'on va faire la même chose que l'Empire romain, c'est-à-dire qu'on va s'effondrer, on va oublier le savoir d'antan, et ce sont les barbares qui vont prendre le pouvoir, et on va retomber dans un nouvel âge sombre, ce qu'on appelle le Moyen-Âge. Voilà. En gros, c'est ça le schéma traditionnel, le schéma narratif, qui est emprunté par la plupart, peut-être pas toutes, mais par la plupart des productions post-apocalyptiques, et notamment des séries post-apocalyptiques dont on parle aujourd'hui. C'est intéressant parce qu'on voit que ce genre-là, finalement, parce que c'est un genre à part entière, en fait, c'est pas un sous-genre, il y a un genre, le genre post-apocalyptique, il est un peu en porte-à-faux avec ce qu'on appelle en général la science-fiction, parce que la science-fiction, normalement, c'est le genre du progrès. C'est comme ça qu'elle a été conçue par Jules Verne et d'autres. Or, ici, au lieu d'imaginer un progrès linéaire qui va en avant avec la ligne qui va de gauche à droite, vous savez, comme on a tous appris à l'école, et bien là, c'est l'histoire cyclique. Et donc, en fait, tout cela n'est que cyclique, et c'est donc l'histoire qui se répète à nouveau. Voilà. Donc ça, c'est le premier ressort de la science-fiction, et on le retrouve dans plusieurs des séries du corpus d'aujourd'hui, donc notamment dans The Stardust. Alors, The Stardust, donc série canadienne d'une saison, qui met en scène un immense vaisseau spatial qui fait plusieurs centaines de kilomètres de long, un vaisseau générationnel qui abrite des biosphères à l'intérieur desquelles des sociétés archaïques, moyenâgeuses, se sont reconstituées. Donc, c'est une série canadienne qui est créée à l'origine par Arden Ellison, qui, comme par hasard, est un grand auteur et un chantre de la New Wave. Justement, il a publié plusieurs anthologies de New Wave. Il a vraiment essayé de militer pour la New Wave. En même temps, comme je l'ai dit rapidement, le film est vaguement inspiré par le film Silent Running, qui est sorti l'année précédente, donc en 1972, et qui imaginait déjà un vaisseau spatial qui transportait des biosphères à l'intérieur desquelles on pouvait trouver les derniers vestiges les dernières traces de vie végétale et animale. Après l'écocide total sur la Terre, on avait décidé de préserver les derniers vestiges d'animaux et de plantes et d'arbres à bord de ce vaisseau spatial.
Et donc, on imagine plus ou moins la même chose dans la série, sauf que cette fois-ci, c'est même les derniers vestiges de vie humaine qui sont à bord de ce vaisseau qui donc prend des siècles pour aller voir des millénaires pour rejoindre les étoiles et trouver une nouvelle planète. Le problème de la série de Stardust, c'est justement ce dont je parlais au début, c'est que la série ne va pas être à la hauteur de ses ambitions de départ. Elle a des grandes ambitions, elle veut faire comme au cinéma, mais en fait, elle ne va pas y arriver. Par exemple, le réalisateur de Silent Running, Douglas Trumbull, qui avait été responsable des effets spéciaux sur 2001, vous voyez, on trouve toujours le lien avec le cinéma, eh bien, il est producteur exécutif de la série, et il a promis, parce que c'est un grand technologiste, Douglas Trumbull, il est vraiment passionné d'effets spéciaux, il a promis de pouvoir utiliser une nouvelle technologie, ce qu'il appelle le Magicam, donc un nouveau type de caméra, qui pourra permettre de révolutionner les effets spéciaux à la télévision, tout comme il l'a fait dans 2001 et dans une moindre mesure dans Silent Running. Donc de pouvoir filmer les acteurs devant un écran bleu déjà, avec une caméra, et en même temps une deuxième caméra qui pourrait filmer des maquettes. Et ces deux caméras seraient synchrones grâce à des ordinateurs, et donc les acteurs pourraient bouger devant cet écran bleu comme s'ils étaient dans la maquette. Bref, en gros, c'était l'idée. Or, ça n'a pas marché. La technologie n'était pas au point, et donc cette technologie sur laquelle reposait malgré tout la série, eh bien, elle se casse la figure, et donc la série va continuer, mais va devoir faire avec des effets spéciaux, disons, beaucoup plus rudimentaires. Le budget va se dégrader, etc., etc. Enfin, vraiment, ça va aller de pire en pire. Et donc, Harlan Ellison va vraiment être furieux de ce qui se passe dans la série, pas seulement pour l'aspect visuel, mais aussi et peut-être surtout pour l'aspect scénaristique, parce qu'il avait donc de grandes ambitions pour la série, et il dénonce ce qu'il appelle l'abrutissement, je cite, hein, c'est une traduction, mais l'abrutissement de la série, des personnages, des dialogues, du schéma narratif, etc., etc. Jusqu'à rompre les amarres avec cette série, changer de nom pour pas être associé avec la série. Enfin, vraiment, ça se passe très, très mal. Il va être obligé finalement de continuer à collaborer à la série parce qu'il a des obligations contractuelles avec elle. La série, en plus, va être tournée en vidéo plutôt que sur pellicule. Donc, si vous regardez des épisodes aujourd'hui, c'est pas très joli à voir, hein. La vidéo des années 70, visuellement, c'est pas le plus spectaculaire. Mais il n'empêche qu'on retrouve ce schéma du retour en arrière de la civilisation, parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que les habitants de ce vaisseau spatial, donc là, on est en train de parler les habitants de départ, les terriens qui ont quitté la Terre, il y a des siècles, ils sont morts, évidemment, et là, ce sont des enfants de leurs enfants, de leurs enfants, qui sont à bord du vaisseau, et ils ont oublié ce qui s'était passé, ils ont oublié l'écocide originel, ils ont oublié la raison pour laquelle il y avait un vaisseau spatial, ils ont même oublié, ils ne savent plus qu'ils sont à bord d'un vaisseau spatial. Ils ont juste leur monde à eux, qui fait quelques kilomètres de long, et puis c'est tout. Et donc, ils ont des religions, des superstitions pour expliquer pourquoi il y a un mur qui bloque l'accès au reste. Mais voilà, ils ont la science, la connaissance, le savoir et même la raison se sont perdus. Donc, par exemple, le tout premier épisode, le pilote, on se retrouve dans une société religieuse très similaire aux Amish, qui n'entend rien à la science et qui donc se laisse manipuler facilement jusqu'à ce que le héros, évidemment, c'est toujours pareil, le héros se pose des questions, il pense qu'il a envie de savoir, il a envie de découvrir, il a envie de partir et il remet en cause l'ordre établi, cet obscurantisme religieux. Dans le deuxième épisode, par exemple, les héros, ils sont 3 maintenant, qui voyagent à bord de ce vaisseau incroyable. Ils cherchent à trouver le poste de commandement du vaisseau. Et donc, ils retrouvent des scientifiques et ingénieurs qui ont été cryogénisés depuis le départ du vaisseau et qui seraient les seuls à pouvoir sauver l'arche, parce que ce sont les seuls qui ont le savoir nécessaire pour pouvoir piloter le vaisseau et éviter que ce vaisseau ne se dégrade jusqu'à ce qu'il n'explose. Voilà, donc c'est un exemple parmi d'autres qui montre le schéma post-apocalyptique, qui montre que le vrai problème, finalement, outre la pollution, l'écocide, effectivement, etc., le vrai problème, ce n'est pas la science, ni la technologie. Hein. Ce ne sont pas des séries qui sont en train de dire tout ça, c'est la faute de la science et de la technologie. Non. Le véritable antagoniste, c'est bien l'ignorance, la superstition, l'obscurantisme, parfois l'obscurantisme religieux, assez souvent dans ces séries. C'est ce type d'obscurantisme-là, en fait, qui est le vrai problème et peut-être aussi qui a mené à l'écocide au départ. C'est le manque de raison, le manque de clairvoyance de la société qui est finalement le plus responsable. Voilà, donc avec The Stardust, on a un premier exemple. On peut également citer un deuxième exemple. Cette fois-ci, c'est la série britannique dont je parlais, Survivors, qui donc va durer 3 saisons, entre 75 et 77, et être produit et diffusé par la BBC.
C'est une série qui est créée par Terry Nation, qui est aussi un grand nom de la science-fiction. Alors, télévisuel, c'est un grand scénariste, il a écrit pour plein de séries, Chapeau melon et bottes de cuir, Le Saint, etc. Mais aussi et surtout pour Doctor Who, au début des années 60, c'est lui le créateur des Daleks, ces personnages très populaires dans la série. Et puis aussi, il me semble que peut-être il s'inspire pour sa série Survivors d'un autre film que j'ai mentionné tout à l'heure, qui s'appelle No Blade of Grass, Terre brûlée, qui sort en 1970, qui est britannique et qui suit un récit très similaire. Donc, justement, ce récit, il consiste à imaginer la chute de la civilisation. D'ailleurs, petit aparté, la chute de la civilisation suite à un virus venu de Chine qui est confondu au départ avec la grippe. Moi, je dis ça, je dis rien, mais on voit dans le premier épisode notamment des gens qui se font vacciner contre cette grippe. Évidemment, ça ne servira à rien parce que ce n'est pas la grippe, mais c'est assez incroyable de revoir ce type de production dans le contexte actuel. Bref, je referme ma parenthèse. Donc la série, elle est intéressante parce que c'est la seule à nous montrer la chute de la civilisation. Toutes les autres séries, comme The Stardust, commencent des siècles plus tard, quand les gens ont oublié, quand il s'agit des enfants d'eux. Survivors, au contraire, se passe de nos jours et imagine, dans le premier épisode en tout cas, ce qui se passe quand tout le monde tombe malade et que tout le monde ne se relève pas de sa maladie, au contraire. Donc, elle va imaginer les jours qui suivent. Voilà, le lendemain, littéralement le lendemain, 2 jours plus tard, une semaine plus tard, à mesure que les épisodes progressent, on avance dans le temps et on est des semaines, des mois plus tard, après l'effondrement. C'est quelque chose, c'est devenu typique, je pense, du jour aujourd'hui. Si on pense à The Walking Dead, c'est un peu la même idée. Mais surtout, en fait, c'est la même idée dans la mesure où on voit la réaction des survivants. Les quelques individus qui, pour des raisons inexpliquées, n'ont pas succombé au virus, eh bien, les survivants vont s'entretuer. Ils vont être en concurrence pour les ressources naturelles. Ils vont être en concurrence pour l'eau, pour l'énergie, pour l'essence, pour pouvoir utiliser des voitures, etc. Donc, en fait, cette série montre bien à quel point les individus peuvent être féroces les uns envers les autres, c'est-à-dire montre bien à quel point on revient à la loi de la jungle. Quand la civilisation n'est plus là, quand l'ordre n'est plus là, c'est le désordre et la jungle qui prennent le pas. Alors, ce n'est pas toujours vrai, malgré tout, parce qu'en réalité, ce qui se passe dans ces séries, c'est et ça c'est vraiment fondamental au genre, c'est cette interrogation en fait, plutôt que de dire, voilà, la nature humaine, si on n'est pas forcé par la loi, la police, eh bien on va tous s'entretuer, elle ne dit pas forcément ça, elle dit que malgré tout, il y a peut-être aussi la possibilité pour certains individus de s'organiser et de collaborer. Donc c'est le fameux débat, vous savez, entre les tenants de la police, de la loi et de l'ordre, qui pensent que sans eux, eh bien, tout va à volo et ce sera les néo-barbares, etc., la nouvelle sauvagerie. Et de l'autre, des gens, une philosophie peut-être un peu plus anarchiste, qui imaginent que non, au contraire, peut-être que les choses peuvent très bien se passer, les gens peuvent collaborer, s'entraider. Et donc, on a ces deux philosophies qui s'affrontent dans cette série, tout comme dans beaucoup d'œuvres post-apocalyptiques. C'est vraiment ça l'intérêt, si je puis dire, philosophique du genre. C'est un peu Rousseau contre Hobbes, quelque part, pour simplifier le côté solaire positif des gens à l'état de nature. L'état de nature, c'est formidable et on peut collaborer et s'entraider. Au contraire, l'état de nature, c'est la loi de la jungle, c'est la loi du plus fort, etc. Voilà, donc on a un peu les deux exemples dans cette série. On a des individus qui appartiennent à l'une ou l'autre école et surtout, et c'est ça qui est intéressant, on a des individus qui peuvent changer au fil des épisodes. Donc, par exemple, un personnage féminin qui, au départ, est une mère de famille, qui est très sympathique, très positive. Et au final, à mesure que les saisons progressent, que les épisodes progressent en tout cas, elle peut adopter un comportement plus discutable. Et donc, c'est une série intéressante parce que les personnages ne sont pas blancs ou noirs, si je puis dire. Ils ne sont pas gentils ou méchants, si je puis dire. Donc, Survivor, c'est intéressant parce que justement, c'est, pour les raisons que je viens d'évoquer, la série la plus adulte du lot, du corpus que j'ai choisi aujourd'hui, justement pour ces raisons-là. Parce que déjà, ce qu'on voit à l'écran, c'est-à-dire des viols, des meurtres, des pillages, etc., c'est très dur. Il y a un propos qui est très âpre dans cette série. Et aussi parce qu'il y a cette nuance dans les personnages qui peuvent évoluer et qu'on ne peut pas facilement classifier selon la morale classique enfantine qui est gentil contre méchant. Et justement, c'est la série qui marche le mieux parce qu'elle va durer 3 saisons. Donc, à mon avis, c'est dû au fait qu'elle est britannique, que c'est diffusé par la BBC, et que donc il n'y a pas les mêmes impératifs commerciaux qui dominent aux États-Unis. Mais c'est aussi parce que peut-être cette série est plus proche de ce qu'on peut faire au cinéma, et notamment dans le film Terre brûlée que j'évoquais.
Voilà, c'est une théorie, mais ça peut expliquer le succès beaucoup plus grand de cette série-là. Mehdi, maintenant on a vu cette idée à travers les deux séries que vous avez présentées, principalement cette idée de, voilà, de fin d'une société. Hein, vous avez très bien expliqué qu'on le voit bien. J'aimerais maintenant que vous reveniez sur ce que j'ai énoncé tout à l'heure, cette idée aussi que dans ces séries post-apocalyptiques, on voit véritablement aussi quand même un espoir, hein, un espoir d'un nouveau futur, d'un nouveau monde qui pourrait apparaître. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on n'est pas uniquement sur du négatif, j'allais dire, par rapport à tout ça. On voit quand même qu'il y a la possibilité, en tout cas, d'entrevoir une nouvelle humanité à travers ces séries-là. Oui, absolument. Ces séries-là, ce genre-là, et c'est pour ça que c'est intéressant pas qu'il soit créé parce qu'il existait déjà avant, mais qu'il explose, si je puis dire, à la fin des années 60 et dans les années 70, au cinéma et à la télé. Parce qu'à mon avis, il traduit cette peur, évidemment, c'est ce dont je viens de parler, mais aussi cette envie de renouveau, cette envie de nouveau départ, cette envie d'un nouveau type de société. Alors, je ne sais pas si c'est une envie d'une nouvelle société plus écologiste, plus juste. En tout cas, il y a ce malaise dans la civilisation, si je puis dire, dans les années 60-70, qui est vraiment traduit par le post-apocalyptique et cette envie donc de reconstruire. Donc c'est le deuxième pilier du genre post-apocalyptique, cet espoir. C'est ce qu'annonce par exemple le générique de la série Ark 2, dont je vais parler dans un instant, qui annonce un futur plus positif, plus sain que celui des années 70. Donc ici, par exemple, notamment parce qu'on parle de séries anglo-saxonnes et américaines notamment, il y a une dimension religieuse et ou mythique et biblique très fréquente dans le genre post-apocalyptique, que ce soit au cinéma ou à la télévision d'ailleurs. Beaucoup plus dans les productions anglo-saxonnes que dans les productions européennes, par exemple. Je ne dis pas qu'on ne peut pas le trouver dans les productions européennes, c'est difficile de ne pas retrouver des références bibliques, mais beaucoup moins. Donc, par exemple, j'en veux pour preuve le vaisseau de Stardust qui s'appelle Earthship Ark. Ark, c'est l'arche. Donc, en fait, on est en train de parler d'une arche de Noé. La série que je viens d'évoquer s'appelle Ark 2, donc l'arche 2, c'est la nouvelle arche. Les titres des premiers épisodes de Survivors font référence, alors le premier épisode, c'est les 4 cavés de l'Apocalypse, voilà, la référence à l'Apocalypse. Le deuxième épisode, c'est la Genèse, donc le nouveau départ. Voilà, donc là, avec le titre des 2 premiers épisodes de Survivors, tout est dit. D'abord la mort, l'Apocalypse, et ensuite le renouveau, la nouvelle Genèse. Et donc la dimension est toute piste du genre, puisque la référence, elle est au déluge. C'est-à-dire que l'humanité a fauté, donc elle va être punie par Dieu, par la nature, que sais-je. La plupart des gens vont mourir, mais pas tous. Et donc, il y a quelque part une arche de Noé, un vaisseau spatial immense, par exemple, qui renferme les justes, si je puis dire, et les spécimens animaux, si ce n'est végétaux, qui vont pouvoir repeupler la Terre de façon donc plus saine. Après ce nettoyage par le feu, ou par l'eau, ou par le virus, on peut reconstruire. Voilà, donc c'est vraiment le mythe, plus que l'Apocalypse, en fait, c'est le déluge, en fait, en réalité, qui est vraiment le mythe qui sous-tend une grande partie du genre. Donc on retrouve ça notamment dans Ark 2, pas seulement à cause du titre, comme on va le voir. C'est une série pour enfants, diffusée sur CBS le samedi matin en 1976, fin 1976. Donc le samedi matin, hein, c'est vraiment le créneau, comme en France, je crois, pour les enfants. Tous les personnages ont un nom biblique. Hein. Le chef, par exemple, s'appelle Jonas. Voilà, donc c'est Jonas qui pilote le camion. Là, c'est un camion, en fait. Ark 2, c'est un camion gigantesque. Qui contient, alors qui contient pas les animaux, les espèces végétales et animales, mais qui contient la science, qui contient le savoir et surtout qui contient l'altruisme. Parce que notre fier équipage est un équipage fort sympathique, avec un chimpanzé d'ailleurs, qui fait partie de l'équipage, et qui est là en fait pour restaurer la science, restaurer le savoir, restaurer la connaissance, mais aussi restaurer l'altruisme, l'humanité à la surface de la Terre. C'est une série vraiment non seulement enfantine, mais moraliste, parce qu'elle est produite par un studio, Filmation, qui a produit des séries jusqu'à la fin des années 80, si je ne m'abuse, notamment pour CBS. Et à chaque fois, en fait, il y a vraiment une morale à la fin de l'épisode pour les enfants. Donc, dans beaucoup de leurs séries, ils ont fait beaucoup de séries animées également, il y avait carrément un personnage qui se tournait vers la caméra à la fin pour donner la morale aux enfants. Vous voyez, vraiment, là, c'est vraiment... les choses sont très explicites. Dans Ark 2, c'est un peu plus subtil, plus typique de la science-fiction, puisqu'on a le capitaine qui a
un enregistrement, en fait, un peu comme dans Star Trek, qui à la fin, dicte à son enregistrement, eh bien, la morale, ce qui s'est passé, ce qu'ils ont appris et la morale que les enfants sont supposés retenir de toutes ces aventures. Voilà, donc clairement une série enfantine, mais une série enfantine qui est quand même malgré tout post-apocalyptique, ce qui n'est même pas rien, hein, c'est pas si évident que ça au départ, et qui est là pour prêcher, je pense que le terme il est approprié, prêcher la bonne parole de la connaissance, la bonne parole du savoir, de la science, etc. Ouais, on revient vraiment au fait que ces séries ne sont pas du tout anti-scientifiques, bien au contraire, mais elles peuvent être vraiment moralistes et elles peuvent vraiment être là pour essayer de, eh bien, proposer, imaginer comme ça cette terre qui va repartir d'un bon pied, si je puis dire. Le deuxième exemple de la même époque, donc, ce sont les pilotes dont je parlais plus tôt, qui sont créés par Gene Roddenberry. Alors, Gene Roddenberry, il est célèbre évidemment parce que c'est le créateur de Star Trek dans les années 60, deuxième partie des années 60. Il a envie de refaire la télévision dans les années 70 et comme il a senti devant tourner, eh bien, cette fois-ci, il va faire une série post-apocalyptique. Voilà, c'est plus vraiment la mode des space operas, c'est plus vraiment la mode des vaisseaux spatiaux qui vont affronter des aliens, découvrir d'autres planètes, etc., comme je l'ai expliqué. Donc, il essaie de faire une série post-apocalyptique, mais optimiste, mais toujours qui véhicule le même message pro-science, pro-technologie, pro-raison, pro-rationalisme, qui était déjà celui de Star Trek. Donc, il crée une série en 1973 qui s'intitule, je vous le donne dans le mille, Genesis 2. Voilà, la deuxième Genèse. À nouveau, toujours pareil, toujours ce même propos. Et donc, ce nouveau renouveau. Et donc, cette idée qu'on est à nouveau dans une terre post-apocalyptique et on a une organisation de scientifiques, PAX, qui a réussi à maintenir, dans ce lointain futur post-apocalyptique, qui a réussi à maintenir le savoir, la connaissance, les technologies, etc. Et donc, il va, avec son équipage de héros, qui va essayer d'explorer la surface, de remonter à la surface, de l'explorer, et à chaque fois, ils vont vivre mille et une aventures, en tout cas, c'était le projet, et pouvoir réintroduire la science, la connaissance, la raison, et les valeurs, qui sont les valeurs, pour dire vite, les valeurs humanistes. Voilà. Ça ne marche pas, par contre, hein, donc il fait ce premier téléfilm qui était censé donc lancer une nouvelle série, Genesis 2, qui ne marche pas, donc ça c'est en 73, mais il retente l'année suivante avec Planet Earth, en 1974, qui imagine le même personnage, mais cette fois-ci qui a été recasté, donc ils ont changé une partie des comédiens, mais les prémices sont à peu près les mêmes, mais ça ne marche toujours pas. Voilà. La chaîne s'est dit, peut-être, donc toujours CBS, peut-être que si on change le casting, on change notamment le héros, ça peut faire un changement, mais ce n'est pas le cas. En tout cas, l'idée est la même. D'ailleurs, il faut noter que dans cette série notamment, et pas seulement, mais dans cette série notamment, la surface de la Terre post-apocalyptique, il ne faut pas imaginer un désert à la Mad Max, hein, ce n'est pas du tout le cas. C'est au contraire un nouveau jardin d'Éden en réalité. C'est comme dans L'Âge de cristal, le film. C'est vraiment la Terre telle qu'elle a été restaurée, en fait, magiquement. Une fois que la pollution est terminée, une fois que la civilisation s'est effondrée, eh bien, la Terre est libre de renaître de ses cendres et on redécouvre ce nouveau jardin merveilleux, formidable, et on se dit, cette fois-ci, on va mieux y arriver. Cette fois-ci, on va recréer la civilisation, mais on va peut-être mieux faire les choses et on va éviter la pollution, etc. Les séries de Roddenberry n'ont pas eu le temps d'aborder ce thème de pollution. Hein. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment présent, mais je pense qu'implicitement, c'est l'idée qui véhicule ces téléfilms et le post-apocalyptique. Voilà, donc il y aura même un troisième téléfilm l'année suivante, Strange New World. CBS, ils ont vraiment, vraiment envie de lancer cette série, ils y croient vraiment beaucoup. Sauf que cette fois-ci, ils vont encore changer. C'est-à-dire que cette fois-ci, ils ont viré Roddenberry. Il est plus aux commandes du téléfilm. Ils ont gardé le même acteur que dans Planet Earth. Donc ça donne Strange New World, mais pareil, le téléfilm ne fonctionne pas et donc ils vont finir par renoncer à leur projet de série post-apocalyptique. Dernière chose qui est intéressante ici, c'est que ces séries-là peuvent justement être l'occasion de rencontrer des communautés, donc qui sont peut-être des néo-barbares, des néo-sauvages, mais aussi qui ont adopté un style de vie qui n'est pas le même que celui qui est mis en avant par ces séries. Donc c'est aussi l'occasion, pour quelqu'un comme Roddenberry notamment, de mettre en exergue ce qu'il pense être les mauvais choix
qui ont été adoptés par la civilisation occidentale. Mais là, peut-être qu'on peut en parler dans le prochain point. Effectivement, vous me tendez la perche, Mehdi. J'allais dire que c'est très intéressant parce que ce qu'on voit à travers ce que vous dites, là, ce qui est intéressant, c'est l'idée qu'on a à chaque fois une communauté qui erre parce que son monde d'origine a disparu et donc qui va rencontrer d'autres communautés, souvent, vous l'avez dit, souvent malsaines d'ailleurs. Il y a un vrai ressort narratif là-dessus, un vrai ressort qu'on retrouve dans ces séries-là. Oui, absolument. C'est la structure narrative. On est en train de parler de séries qui sont quand même, l'époque le veut, principalement épisodiques, c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans le schéma feuilletonnant qui est plus typique des séries actuelles, même s'il y a donc toujours ce projet qu'un jour, ils réussiront enfin à rétablir une civilisation plus saine à la surface de la Terre. En attendant, ils vivent 1001 aventures et donc, si possible, 1001 épisodes. C'est un peu le principe. Le space opera, il était populaire dès les années 50 à la télévision, car eh bien, le schéma narratif, il était évident, c'est-à-dire qu'à chaque nouvel épisode, une nouvelle planète à explorer, une nouvelle civilisation à rencontrer, un nouvel obstacle à surmonter. Voilà. Le post-apocalyptique, ils se disent, à CBS notamment, eh bien, on explore la surface de la Terre, on marche, et on rencontre un nouveau village, une nouvelle communauté qui fera l'affaire, qui sera un peu comme la surface d'une planète en temps, et qui va à nouveau nous permettre de déployer notre récit. Et donc, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe notamment dans Planet Earth, donc, puisque l'antagoniste dans Planet Earth, c'est une communauté d'Amazones. Ce sont des femmes qui ont pris le pouvoir, rendez-vous compte. Ils tombent sur une société, notre fier capitaine, d'une société matriarcale, on pourrait dire, où les hommes sont des esclaves. Voilà. Et donc, ça ne va pas, évidemment. Donc, nos fiers héros, après de multiples aventures avec ces Amazones, vont finir par donner leur morale, la morale de l'histoire, qui est qu'il faut l'équilibre entre les hommes et les femmes, l'égalité entre les hommes et les femmes, mais certainement pas la domination d'un genre sur l'autre. Voilà, donc c'est une sorte de satire un peu d'ailleurs, il y a certaines répliques, certains dialogues qui montrent bien, une sorte de satire d'un certain féminisme des années 70, qui pourrait aller trop loin, nous dit Roddenberry, parce qu'en réalité, vous savez, le propos que je vous donne là, il faut l'égalité entre les hommes et les femmes, très bien, je pense que tout le monde serait d'accord, mais quand on étudie d'un peu plus près cet épisode, ce téléfilm, comme je le fais dans mon livre, en réalité, l'idéologie est penche assez clairement du côté des hommes. Les femmes sont quand même sont censées, d'après la morale de cette histoire, me semble-t-il, donner la part belle aux hommes. Et ce n'est pas le cas dans cette communauté, d'où l'aspect dystopique de cette communauté. Donc, vous voyez, on est là pour rétablir la science, le savoir, la connaissance, etc., et aussi les bonnes valeurs. Mais quelles sont ces bonnes valeurs? C'est là, en fait, que ça se complique. Donc là, on n'est plus dans le registre de Rousseau contre Hobbes, parce que là, ce serait trop dur. À la télévision américaine, à l'époque, ça ne passerait pas très bien. Mais par contre, avec ce type de scénario-là, on peut déployer ce type de valeurs humanistes, classiques, égalité entre les individus, etc., etc. Voilà, d'autres exemples, on peut citer la planète des singes, j'en parlais tout à l'heure. C'est à peu près la même histoire que dans le film. Et donc, on a nos héros, 2 êtres humains et un singe, qui errent, qui sont des fugitifs à la surface de cette planète. Et à chaque épisode, eh bien, ils rencontrent un nouveau danger, un nouveau village, de nouveaux habitants, une ferme, que sais-je. Alors, comme je l'ai dit, la série est beaucoup moins intéressante que le film. Il n'y a pas le même propos que les films. Mais quand même, parfois, de façon épisodique, hein, littéralement, les scénaristes, les producteurs peuvent se rappeler que le premier film, notamment, était censé être une satire, et que l'inversion entre les hommes et les singes, entre l'homme et l'animal, était censée pouvoir véhiculer un propos plus ou moins philosophique ou moral, qui concernait l'obscurantisme religieux, qui concernait le militarisme. Et donc, il y a un épisode notamment qui est très intéressant, qui est plus intéressant que les autres, parce que c'est pas une très bonne série, hein, pas très intéressante en tout cas, un peu plus intéressant parce qu'on rencontre en fait finalement le Ku Klux Klan. En fait. Les humains sont victimisés par les singes. Les singes sont racistes, ils détestent les êtres humains, et certains vont jusqu'au point de terroriser les êtres humains et de les pendre par une corde à un arbre. Voilà. Alors quand on sait que le premier film, il a cette dimension, cette réflexion sur cette sorte de métaphore, si on veut, d'allégorie sur les rapports raciaux aux États-Unis entre blanc et noir, on peut facilement interpréter le film à l'aune du mouvement des droits civils des années 60, des droits civiques des années 60.
Eh bien, cet épisode, il est intéressant parce que c'est l'épisode 8 environ, je crois, de la saison 1. Il semble se rappeler que, tiens, ah oui, au fait, le film nous offrait la possibilité de mettre en scène ce type d'histoire et de montrer aux spectateurs ce qui se passe quand ce sont tous les êtres humains euh, qui sont... Alors, les êtres humains, en l'occurrence, ils sont blancs. Hein, dans l'épisode, ils ne vont pas jusqu'à mettre en scène des hommes noirs qui seraient victimes de la vindicte de ces singes racistes. Mais voilà, ils essayent quand même malgré tout, parce que clairement, quand on les voit avec des cagoules, qui sont les mêmes que celles du Ku Klux Klan, quand on voit la corde qui prend un arbre, on a le public américain et autres est censé vite comprendre le parallèle qui est fait. Voilà, donc ces séries peuvent permettre ce type de récit, donc peuvent se permettre de mettre en scène et de mettre en jeu finalement la morale, la bonne morale, parce que à nouveau donc, on est en train d'essayer de montrer le rétablissement de la civilisation, mais d'une meilleure civilisation. Et donc, il faut évidemment la pollution, etc. Il ne faut plus qu'elles aient lieu, mais aussi il faut éviter d'autres problèmes. Donc, on parle aussi beaucoup du rapport entre les communautés. Voilà, parce que c'est aussi ça en fait que charrie les années 60-70, c'est évidemment la question raciale, la question de genre, le nouveau féminisme notamment qui est à l'œuvre et donc qui se reflète dans ces œuvres post-apocalyptiques. Et finalement, par contre, on voit clairement, donc, comme je disais, la limite de ces séries parce qu'elles le font assez peu, au final. Donc, elles avaient un gros potentiel qu'elles n'exploitent pas. Donc, c'est vraiment la limite de ce premier cycle, quelque part, du post-apocalyptique à la télévision. Et on voit bien, avec la fin du cycle en 77, 78, avec Logan's Run, donc avec L'Âge de Cristal, et le film. Donc, le film, il sort en 76, et ensuite, la série est adaptée, peu de temps après, à nouveau sur CBS, qui oublie totalement les thématiques du film. Le film, pour dire vite, c'est une satire de la contre-culture. Les êtres humains meurent après 30 ans. Il n'y a que des jeunes qui vivent dans cette société, ce qui, d'après le film, est très mal. Donc, le propos du film, c'est de permettre à ces jeunes gens de redécouvrir les vieux et de recouvrir le respect pour leurs ancêtres. Mais aussi, ça leur permet de redécouvrir dans le film les joies de la monogamie, par exemple, puisqu'ils pratiquent la polygamie, ils ont des rapports sexuels tous les soirs, etc. C'est évidemment impossible à mettre en scène à la télévision à l'époque. Il y a même un petit clin d'œil dans le film à des rapports homosexuels. Ils consomment des drogues. Alors, dans le film, ça a été édulcoré, hein, parce que même au cinéma, la drogue, dans un film, un blockbuster de l'époque, ça passait moyennement, mais il y a quand même quelques références, quelques clins d'œil. Voilà, donc le film imagine une société qui est une sorte de caricature de la société de consommation, caricature de la société du plaisir pour le plaisir, et qui met en scène la redécouverte de l'ordre d'antan, donc la monogamie, le drapeau américain, le Congrès, les générations passées, les cheveux blancs, etc., etc. Voilà, donc ça c'était le film. On regarde la série, on se dit, bon, tiens, que vont-ils faire de ça? Eh bien, ça disparaît complètement, il n'y a plus du tout ça. Et même le film, d'ailleurs, imaginait que la Terre avait été dévastée par la pollution. Eh bien, la série, pardon, élude cet aspect et revient à l'apocalypse nucléaire à la place. Donc, vraiment, un retour en arrière majeur, très décevant, pour une série finalement assez insipide, hein, qui adopte simplement le même schéma narratif dont nous parlions. Ils vivent des aventures à chaque épisode, ils rencontrent même des aliens. Imaginez-vous, donc là, on est en train de revenir vraiment à un schéma très ancien, très traditionnel. Et donc, ça montre finalement que ce cycle de séries post-apocalyptiques est en train de se terminer. Effectivement, puisqu'on arrive, vous l'avez dit, hein, fin des années 1970, on passe à autre chose, on revient à un nouveau style, en tout cas peut-être de space opéra, c'est Star Wars qui arrive et à partir de là, le cycle est terminé, ce style de série disparaît. Exactement, il y a vraiment un avant et un après. Le cycle commence en 68 parce que 2001, la planète des singes, et il se termine en 77 parce qu'il y a Star Wars qui sort, et avec Star Wars, l'immense succès qu'est Star Wars, eh bien, tous les producteurs à Hollywood s'emparent de ce succès et veulent produire un film, et donc une série qui va être le nouveau Star Wars. Et donc, c'est le retour du space opera, c'est le retour des extraterrestres, c'est le retour de l'aventure, du fun, etc. Et donc, le post-apocalyptique va plus ou moins disparaître. Il ne disparaît pas entièrement, évidemment, il ne disparaît jamais entièrement, mais il ne va plus vraiment être au goût du jour. Donc, par exemple, une série post-apocalyptique, post-Star Wars, c'est Galactica, dont vous avez parlé également.
qui sort en 78, 79, si je ne m'abuse. Mais là, l'aspect post-apocalyptique, c'est un détail scénaristique, c'est pas du tout le propos de la série. Et le propos de la série, c'est plutôt de faire la même chose que Star Wars. Voilà. Donc là, on revient dans une forme narrative plus classique et plus fun, finalement, à partir de 77, et plus spectaculaire. Donc, c'est les effets spéciaux, c'est l'espace, c'est les vaisseaux spatiaux, etc., qui n'avaient pas disparu, donc, dans les années 70, mais donc, comme je disais, qui avait donné plus de place au spéculaire. Et le spéculaire, il va en grande partie disparaître, pour un certain temps en tout cas, après la sortie de Star Wars. Et donc, c'est la fin de notre cycle de séries post-apocalyptiques, qui vraiment donc, est un exemple comme ça d'une phase de l'histoire du cinéma et de la télévision de science-fiction qui est à part, qui a beaucoup influencé ce qui se passe aujourd'hui, j'ai essayé de le montrer un petit peu, mais qui malgré tout est à part pour les raisons que j'ai essayé d'identifier. Voilà. Mehdi Hachouch, merci pour cette émission sur les séries post-apocalyptiques des années 70. On était vraiment dans cette idée-là de phénomène presque générationnel, en tout cas sur le plan sériel, et vous avez bien montré les points communs qu'il y avait avec aussi les parallèles très intéressants. C'est aussi l'un des objets de votre recherche avec le cinéma. On peut rappeler aux auditeurs et auditrices que vous avez fourni une bibliographie indicative que l'on retrouve sur notre site histoireensérie.com qui permet aux auditeurs et aux auditrices d'aller beaucoup plus loin dans ces thèmes-là, si vous voulez découvrir autre chose ou approfondir en tout cas ce que vous connaissez. Et puis, vous avez aussi sur le site internet Histoire en série la page de cette émission où vous pourrez retrouver le résumé avec notamment toutes les séries et téléfilms cités par Mehdi que vous pourrez aller ensuite peut-être regarder ou retrouver, aller chez votre vendeur de DVD, pourquoi pas, si vous arrivez à les trouver. Voilà, merci beaucoup pour cette émission, Mehdi. On rappelle que si vous avez des questions, vous, auditeurs, auditrices, rendez-vous sur notre compte Twitter, Histoire en série, ou sur notre groupe Facebook, Histoire en série, pour continuer la discussion. À bientôt, j'espère, Mehdi, pour une autre série. Avec grand plaisir. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Retrouvez-nous sur Twitter @Histoire en série pour connaître le programme à venir ainsi que des conseils bibliographiques. Travel not just to clean. Such a beautiful blood.